troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombé, Jemal Taleb et Alfred Chango. Et tout de suite en Algérie, après un remaniement ministériel, nouveau changement, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé une série de nominations à la tête des grandes entreprises publiques du pays. Sonatrach, Air Algérie, douane, banque publique, de nombreux secteurs sont concernés. Awa Barkala. En Algérie, une dizaine d'institutions financières et entreprises publiques vont changer de direction. Des changements annoncés à l'issue du Conseil des ministres convoqué par le président Abdelaziz Bouteflika dimanche 24 mai et qui interviennent après le remaniement ministériel opéré le 14 mai. Au nombre d'instances concernées, Air Algérie, les douanes, les banques publiques et la Sonatrach, l'entreprise nationale de pétrole. On peut interpréter ce changement comme une volonté du pouvoir politique algérien d'apporter un rectificatif par rapport à la politique économique qui a été menée pendant plusieurs années. L'Algérie, qui est un pays rentier, est confrontée depuis la fin de l'année dernière à une chute brutale des prix du pétrole et cela entraîne une baisse des recettes en hydrocarbures. Et ces recettes constituent d'ailleurs sa principale source de revenus. Donc il était devenu, inévitable dans ce contexte difficile de changer d'orientation économique. Alors que l'Algérie affronte la baisse du cours du pétrole, le jeu de chaises musicales ne donne pas beaucoup d'espoir quant au réel redémarrage de l'économie algérienne. Analyser ça comme un retour de Bouteflika aux affaires, mais maintenant, est-ce que cela va continuer? J'en doute. Il est tellement affaibli sur le plan physique, comme tout le monde le sait, qu'il est peu probable que le président tiendra plusieurs conseils de ministres d'affilée. Il n'y a pas eu un conseil de ministres depuis plusieurs mois. L'immobilisme du président a plongé un peu le pays dans une léthargie et je doute qu'il puisse encore justement avoir la capacité de réunir ses ministres, d'avoir de nouvelles consignes économiques, de nouvelles orientations au vu de son état physique. Le remaniement annoncé par le chef de l'État algérien doit encore faire ses preuves. Notons qu'en 6 ans, la compagnie d'hydrocarbures Sonatrach a changé 6 fois de dirigeant et que la balance commerciale du pays est en déficit de 4 milliards de dollars. Jean-François, ces nominations, est-ce que c'est une manière pour le président Abdelaziz Bouteflika de rappeler finalement qu'il est bien le chef de l'État ? C'est une manière pour Bouteflika, mais qui sait si c'est le président Bouteflika vraiment qui a pris cette décision-là. Nous avons vu des images ici du temps où le président Bouteflika assumait effectivement le pouvoir, était alerte, etc. Ce sont des images d'archives. Et par voie de conséquence, on peut mettre un certain doute. En tout cas, c'est l'exécutif dans son ensemble qui a pris cette décision-là et qui s'est attribué constitutionnellement au président Bouteflika. Moi, ce que je note, c'est que peut-être que l'intention est de faire un choc en changeant à la tête des grandes sociétés d'État, des grandes sociétés publiques, les personnes. Mais nous savons très bien, et cela a été rappelé dans le reportage, ne serait-ce que pour la société pétrolière, c'est la 6e fois qu'on change de personne en l'espace de 6 ans. Est-ce que cela a changé quelque chose? Je ne crois pas. Et de la même manière, si on poursuit un peu, je crois que la société qui gère les questions d'aviation a changé également de personnage, lequel n'a jamais touché à ce secteur-là. Il arrive un peu comme une sorte de novice sur ce terrain-là. Le changement des hommes ne suffit pas, manifestement. Il faut attendre de voir ce qu'il y a derrière comme nouvel axe politique insufflé pour l'économie nationale. Ce n'est que cela qui peut faire dire si ce changement de chaise musicale, en tout cas cet effet de chaise musicale produira des effets effectivement ou non. Jemal, rapidement, est-ce que ces changements peuvent être également liés aux problèmes de corruption qui ont émaillé ces secteurs, ces entreprises publiques? Et malheureusement, l'Algérie en a connu pas mal ces dernières décennies, ou en tout cas ces dernières décennies. Oui, probablement. Mais enfin, moi je pense que l'Algérie n'a pas besoin de seulement de ça. Probablement de ça, mais pas seulement de ça. Je crois que ce qui est urgent en Algérie, c'est de changer d'orientation, de cap politique, de politique économique, mais aussi de code juridique des investissements, du droit des sûretés. Je pense qu'il y a besoin d'une nouvelle orientation, un peu d'ouverture du pays, un peu d'économie privée dans tout cela. Ce qui est frappant dans ce pays qui est riche par ses hommes, qui est riche par son sous-sol, qui est riche par son histoire, il manque incontestablement une ouverture économique un peu plus importante. Et ce qui est frappant, c'est le manque d'entreprises étrangères dans ce pays. Et donc, un nouveau cap, une nouvelle orientation, de mon point de vue, s'impose
autant, sinon plus, que le changement d'homme. Merci. Dans l'actualité également, le Zimbabwe est à nouveau devant le risque d'une crise alimentaire. Comme les années précédentes, le pays est touché par la sécheresse. À cela s'ajoute un coût élevé des engrais pour les agriculteurs, ce qui a mené à une baisse importante de la production agricole. Idelette Mirabel Bissou. Le Zimbabwe fera face à d'éventuelles pénuries alimentaires les mois à venir. Frappé par une sévère sécheresse ces dernières années, le pays est aux portes d'une crise alimentaire. 1,8 million de personnes, soit 10% de la population, ont besoin d'aide pour subvenir aux besoins alimentaires. Dans un village de la région de Ngokwe, à 400 km au sud-ouest de la capitale, la sécheresse a presque tout détruit sur son passage. Les enfants pleurent parce qu'ils ont besoin de manger pour aller à l'école comme avant. Mais cette saison, il n'y a pas de nourriture à leur donner. Le gouvernement zimbabwéen et les organisations humanitaires mettent en place une réponse pour une assistance alimentaire. Mais il faudra réunir 60 millions de dollars pour vite lancer le programme. En attendant, les petits agriculteurs achètent des engrais pour sauver le peu qui reste de leur plantation. Le prix du sac d'engrais varie entre 30 et 40 dollars en fonction du nombre de kilogrammes, ce qui représente une fortune pour beaucoup de cultivateurs. Le déficit est de plus de 700 000 tonnes et le déficit en céréales seulement est de 650 000 tonnes. Donc la situation alimentaire est mauvaise et nous allons connaître le nombre de personnes affectées en détail bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année est mauvaise. Le gouvernement envisage d'importer 700 000 tonnes de maïs blanc, un investissement estimé à près de 168 millions de dollars. Les populations attendent la concrétisation de cette mesure de l'État. Alfred, la météo est avancée comme cause par le gouvernement pour expliquer ce phénomène d'insécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, certains estiment que c'est la réforme agraire initiée par le président Robert Mugabe qui est véritablement la raison. Oui, Fanny, on peut toujours invoquer la question climatique, météorologique pour expliquer justement cette crise alimentaire, cette carence. Mais la réalité, effectivement, profonde dans la durée, c'est vraiment la politique économique mise en place par Robert Mugabe il y a une vingtaine d'années, qui a été une mauvaise politique justement d'expropriation des anciens propriétaires blancs de leurs terres et puis pour les donner aux anciens combattants, mais qui n'avaient aucune expérience de gestion justement des fermes et des entreprises. Et aujourd'hui, que ce soit l'industrie du maïs ou l'industrie du tabac qui était prospère à l'époque, où le Zimbabwe était le grenier économique de toute l'Afrique australe, ça c'est derrière nous. Et effectivement, il faut aujourd'hui une réforme radicale de la politique agricole de ce pays-là pour permettre aux fermiers, aux agriculteurs d'avoir accès justement aux engrais à des taux, à des prix raisonnables. Donc là, il faut soutien de l'État, subvention. Or, l'État zimbabwéen est pratiquement un État failli, un État faillitaire. Complètement, et donc l'État va s'endetter encore pour avoir de l'engrais. Donc on est là dans un cycle infernal avec une monnaie qui a été dévaluée de plusieurs fois, des plus 1000 milliards, n'est-ce pas, de fois, donc une monnaie de singe. Ça veut dire effectivement que c'est cette politique-là qui a conduit les Zimbabwe à cette situation. L'Afrique du Sud a essayé à un certain moment de suppléer, de fermer les yeux, mais le Zimbabwe lui doit près de 5 milliards de dettes, de dollars américains. Et donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud a fermé le robinet, puisque l'Afrique du Sud elle-même aussi connaît des difficultés économiques. Donc on est là dans une situation très critique. Mais que le président Robert Mugabe doit prendre au sérieux s'il ne veut pas avoir des révoltes de la faim comme on en a vu il y a quelques années. Jean-François, on a la confirmation là, avec ces conséquences que finalement les réformes engagées par Robert Mugabe sont mauvaises. Je ne dirais pas que les réformes sont mauvaises en elles-mêmes. Il y a d'abord le principe de la réforme agraire et de la répartition des terres. Ce principe-là, qui est fondé sur un principe d'équité, me semble être plutôt bon. Maintenant, c'est la manière dont cela a été géré. L'expropriation, dans les conditions où cela a été mené, était mauvaise. Mais l'idée, ensuite, de rééquilibrer la balance entre les agriculteurs blancs, qui étaient les patrons de la terre, et un certain nombre
d'autres, les non-blancs, qui n'étaient que des salariés, éventuellement. Ceci était plutôt une bonne mesure. Et je voudrais, il faudrait aussi qu'on mette dans la liste des facteurs l'embargo très dur. Très dur qui a été mené contre cet État, qui était une manière de lutter, voire même de conduire l'État à la faillite. Cet embargo a réussi, en tout cas les tentatives qui ont été conduites ont réussi, et ceci, le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire au XXIe siècle, des conséquences simplement d'effets climatiques sur un an, limité simplement sur un an, ceci est inacceptable, ce n'est pas pensable, mais c'est aussi à la fois la conjonction du résultat d'une politique qui, non pas a été mal pensée, mais a été mal conduite, et le résultat également d'une communauté internationale qui a tenu à mettre Robert Mugabe à genoux. Les Africains, d'ailleurs, sont bien heureux que l'histoire lui ait donné sa revanche maintenant pour être le patron de l'Union africaine et le porteur de la flamme du panafricanisme, mais on s'éloigne de notre sujet. Sans ironie. Et tout de suite, notre chiffre du jour. 3 blocs économiques africains déjà existants vont officiellement lancer un marché commun de libre-échange en juin prochain. Ces 3 blocs sont le marché de l'Afrique orientale et australe, la communauté de développement d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Le produit intérieur brut cumulé des 26 pays composant ce marché commun s'élève à 1000 milliards de dollars. Gémal, que vous inspire la mise en place de ce marché commun? Enfin, non, que m'inspire le projet de mettre en place. C'est une excellente chose. Et ce que je souhaite absolument, c'est que ces régions d'Afrique constituent un vrai marché dont le continent a besoin. N'oublions pas que les échanges intra-africains sont les plus faibles du monde. N'oublions pas qu'y compris les échanges humains entre Africains sont les plus faibles. Le volume des échanges d'une zone à une autre, d'une région africaine à une autre, est marginal. Il est tout aussi marginal d'un pays à l'autre. Et donc, la mise en place d'un grand marché avec tout ce que cela comporte, abaissement des barrières douanières, libre circulation des personnes et des biens, sont, de mon avis, une chose absolument centrale. La seule région au monde qui l'a réussi aujourd'hui, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a mis en place, incontestablement, une vraie politique commune, économique commune. Non seulement l'abaissement des barrières douanières, mais ça c'est déjà les années 50 et 60, mais aujourd'hui une monnaie commune ou unique. Tous ne sont pas à l'unique, mais en tout cas à la commune. Et donc, c'est là la politique commune de l'Europe qui lui a permis de faire les échanges les plus importants. Juste à titre d'exemple, entre l'Allemagne et la France sont les plus importants de l'Union européenne. C'est-à-dire que le premier partenaire de l'Allemagne, c'est la France, et vice-versa. Si demain, nous avons le premier partenaire éthiopien, le Kenya, nous aurons gagné. Et donc, encore une fois, cela demande beaucoup de choses. Vous savez, c'est des choses très difficiles de dire. Vous allez avoir une politique commune quand vous avez une monnaie dont vous ne maîtrisez pas ni les tenants ni les aboutissants. Moi, je suis très content du franc CFA. Mais quand vous allez faire une monnaie commune, un marché commun, alors qu'en définitive, c'est le trésor public d'un pays étranger, et en l'occurrence la France, qui va décider de ce que vous allez faire comme politique économique, c'est aussi très compliqué. Mais enfin, il ne faut pas désespérer. Je suis convaincu que ça viendra. Ça prendra du temps. Deuxièmement, c'est une nécessité de l'histoire et de l'économie et du développement. Jean-François, 26 pays sur 54, c'est quasiment la moitié. Est-ce qu'un marché de libre-échange à l'échelle continentale est réalisable? J'ai une autre analyse que celle de mon ami Gémal. Pour moi, la notion même d'un marché commun de libre-échange est une contradiction dans les termes. C'est deux choses différentes, un marché commun et une zone de libre-échange. Et la zone de libre-échange, c'est ce que Gémal a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'abaissement des barrières douanières, des obstacles aux échanges, des échanges de personnes, des échanges de marchandises, des échanges de capitaux, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ce cap-là à un marché commun? C'est qu'on a des politiques communes et des politiques intégrées, notamment ce que Gémal a indiqué tout à l'heure, une politique monétaire, une politique économique, une politique commerciale commune. Or, ce qui est en train d'être mis en place, me semble-t-il, c'est une zone de libre-échange, point. Une zone de libre-échange et qui est en deçà de ce qui... Mais donc le but est d'arriver à un marché commun. Donc le but est d'arriver au marché commun, mais ce n'est même pas le cas dans le projet que nous avons ici par rapport à CEDEAO, par exemple, qui a créé un espace intégré
on souhaite qu'on aille vers un espace intégré économique, mais on est au début, au balbutiement, mais les premiers balbutiements sont prometteurs, il faut le dire. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré au Bénin. Alfred, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça a été un ravissement de vous retrouver sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Et puis merci à mes très chères téléspectatrices de leur accueil. Jean-François, merci également. Fanny, c'était un plaisir et je salue mes amis béninois dont nous parlerons la prochaine fois et puis les téléspectatrices d'Alfred. Et Gémal, merci. Merci, bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.